Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Sylvie Pruvot, je travaille dans le groupe Vallourec en tant que responsable environnement au niveau de la direction développement durable. Et je suis en charge, entre autres choses, de la gestion du risque chimique. Donc, je vais commencer par vous faire une petite présentation du groupe, juste pour vous situer un petit peu le type de produits chimiques que nous utilisons. Puis je vous décrirai rapidement l'organisation HSE, comment on fonctionne en fait. Et puis après, je vous parlerai de notre démarche ChemSafe. Donc une petite présentation du groupe. Alors les chiffres, ce sont les... Quand j'ai écrit en fait la présentation, les chiffres de 2018 n'étaient pas encore publiés. Donc c'est encore les chiffres de 2017. Mais si vous voulez voir les chiffres de 2018, ils sont sur le site web maintenant. Donc en fait, le groupe Vallourec est un groupe international qui fabrique des tubes en acier sans soudure. Donc c'est un groupe métallurgique, donc avec un type de produit et de process assez spécifique. On est implanté un peu partout dans le monde, quand même assez majoritairement en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, et aussi au Brésil, mais vraiment sur une seule zone. En quelques chiffres, donc Vallourec, donc on produit de l'acier, des tubes en acier sans soudure, donc c'est 2256 000 tonnes, kilotonnes de vente pour un chiffre d'affaires de 3 750 millions d'euros et un EBITDA de 2 millions d'euros. Je ne m'étalerai pas sur les chiffres. Sur ces chiffres d'affaires. On a quand même une répartition en fait, qui est essentiellement sur l'Asie, le Moyen-Orient. Comme on fait des tubes pour le pétrole, donc on est très axé sur des marchés qui vendent du pétrole. Donc l'Amérique du Nord, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, c'est le Brésil, et l'Europe, c'est plutôt axé sur la mer du Nord. Nos marchés, donc, c'est essentiellement le pétrole et le gaz, donc la distribution, l'exploitation des puits onshore et offshore, mais aussi la distribution jusque sur les continents. Et aussi, donc, pour 68,5%, 10,9% ce sont tout ce qui est énergie électrique, c'est-à-dire les centrales thermiques, donc les tubes échangeurs dans les centrales thermiques, mais aussi dans les centrales nucléaires. Et après, 20,6% de notre marché, c'est sur l'industrie et autres. Donc, ce qu'on appelle industrie et autres, c'est plus les tubes mécaniques, les tubes de structure qui sont un peu différents. Donc, pour revenir un peu sur les applications industrielles, donc le pétrole et gaz, ça concerne donc tout ce qui est tubes et connexions en service premium. Donc, c'est pas du fer à bauder, comme on dit, c'est des aciers hautement alliés qui doivent résister à des contraintes physiques, mais aussi de corrosion assez élevées. Au niveau de l'énergie électrique, donc, ce sont des gammes pour des centrales électriques soit thermiques, soit nucléaires, donc avec aussi des contraintes très différentes. Et l'industrie sont des tubes plutôt légers, mais qui doivent être résistants, avec soit des profils, donc des profils creux, des profils courbés, etc. Juste pour vous montrer un petit peu... Oui, ça se voit quand même. En fait, les différents types de tubes qu'on a sur une plateforme pétrolière. Donc ça va... Il n'y a pas de... Je ne peux pas vous le montrer, mais c'est numéroté en fait. Donc on passe des tubes de forage au système de raccord. Donc quand on fait un raccord, c'est un joint en fait. Donc on a des systèmes d'étanchéité des joints et on passe par des produits chimiques forcément. On a les tubes de cuvelage qui sont des très gros tubes qu'on va venir cimenter après. Des tubes de production, donc c'est ceux où le pétrole et le gaz vont passer. Les connexions, j'en ai parlé. Les risers, ce sont des plus petits, donc il faut qu'ils aient des caractéristiques mécaniques différentes. Et au plus on va augmenter les caractéristiques mécaniques, au plus la résistance vis-à-vis de la corrosion va augmenter. Donc on va jouer aussi sur la composition chimique pour trouver le bon équilibre entre les deux.
Et puis on a après tout ce qui est plus petits tubes, donc les conduites, les ombilicaux, c'est ceux qui vont contenir tout le tracé électronique, tous les capteurs en fait, et les tubes de cuvelage qui sont eux beaucoup plus gros. Et au niveau, un exemple de tube plutôt mécanique, donc des profils creux, c'est tout ce qui, donc on va travailler pour l'automobile un tout petit peu encore. Pour la construction, si vous connaissez le Mont Saint-Michel par exemple, le pont qui va de la Terre au Mont Saint-Michel, en dessous, les tubes qui sont des tubes Vallourec. C'est l'Arche aussi, l'Arche de la Défense. Les tubes que vous voyez sous l'Arche de la Défense sont des tubes Vallourec. Donc notre organisation HSE, donc chez Vallourec, l'environnement est séparé de la partie santé-sécurité, bien que l'environnement a aussi une vision santé. C'est un peu compliqué des fois à comprendre et à expliquer, mais quand on est dedans, ça fonctionne. Donc on a d'un côté la direction excellence opérationnelle qui gère un peu tout ce qui est performance et excellence industrielle, et la direction développement durable qui gère avec l'aide du comité RSE, donc tout ce qui est lié à la responsabilité sociétale. Au niveau de la direction excellence, vous avez la direction QHS qui est raccrochée, donc avec 2 experts qui sont un qualiticien qui regarde aussi la performance et un responsable sécurité. De l'autre côté, donc, son vis-à-vis, c'est le responsable environnement, ou dans l'équipe où je suis. Donc on est 3 dans l'équipe pour le groupe au total. On a un expert qui est plutôt dédié à tout ce qui est énergie CO2, un qui est sur l'eau et la biodiversité, et moi qui m'occupe du risque chimique et des déchets. Et en dessous, par usine, donc dans chaque usine, les usines sont regroupées en régions. Donc on a 4 régions, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique et Asie, Middle East. Et pour chaque région, on a un directeur, cette fois-ci, qui fait le QHSE, donc vraiment toute la partie globale. Et dans chaque usine, derrière, on a un responsable HSE aussi. Donc on a vraiment toute une organisation qui revient et qui se répand jusqu'au site et jusqu'aux opérateurs, de façon à bien passer les messages, aussi bien en descendant qu'en remontant. Donc ça, c'est notre organisation. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre démarche sur le risque chimique qu'on a nommé ChemSafe. Chez Vallourec, on aime bien donner des noms à nos projets. Alors, je ne sais pas si dans les autres groupes vous faites comme ça, mais nous, on a souvent un nom accroché à un projet. Donc là, ça s'appelle ChemSafe. Donc pour vous dresser un peu le tableau des produits qu'on utilise chez Vallourec, donc une usine, selon sa taille et selon son process, parce qu'on a des process qui vont du départ jusqu'à la fin, c'est-à-dire par exemple au Brésil, on a une forêt d'eucalyptus avec des fours de carbonisation qui vont nous produire, avec lesquels on va produire donc, le carbone qui va servir à faire la fonte. On a une mine de fer qui nous sert à faire la fonte, on a une aciérie, on a les tuberies et on a les usines de finition. Tout ça sur la même usine. Donc c'est une très très grosse usine. Et à l'inverse, on a aussi des petites unités. Par exemple, au Nigeria, on a juste une usine de finition. Donc en fonction de la taille de l'usine, on va aller entre 150 et 500 références de produits. Or, les centres de recherche, parce que là, les centres de recherche, ils ont beaucoup plus de produits, parce que ça ne fait que rentrer-sortir, donc ils doivent gérer beaucoup plus de produits. Donc, au niveau des familles de produits, on va avoir des hydrocarbures, puisqu'on travaille les métaux, donc on a des outils qu'il faut lubrifier à chaud. Donc, les hydrocarbures sont des lubrifiants à chaud, des graisses, des huiles de coupe. Et les risques principaux liés à la santé ou à l'environnement, ça va être tout ce qui concerne les fumées, les produits de décomposition, avec un impact environnement sur l'eau, l'air ou les sols. Ensuite, on a sur toutes les usines de finition, on va avoir tout ce qu'on appelle les coatings, c'est-à-dire les protections soit temporaires, soit durables. Donc, c'est des vernis
C'est aussi des peintures de marquage, parce que tous les tubes sont marqués avec des peintures. C'est des vernis de protection, après, c'est des revêtements divers, époxy, etc. Donc les risques vont être plutôt l'utilisation, les émanations de solvants ou de poussière liées à ces produits, et c'est essentiellement des problématiques air qu'on va retrouver. Au niveau des traitements de surface, nos tubes, donc quand on lamine un tube, après l'acier, il faut le rendre aussi beau et résistant. Donc on a des traitements de surface de l'acier. Donc on va utiliser des dégraissants, des phosphates, des sels métalliques. Et là, on va retrouver tous les risques santé liés à l'utilisation des sels métalliques ou beaucoup de produits corrosifs, enfin des acides essentiellement. Et là, on va avoir un impact sur l'eau et l'air au niveau environnement. Ensuite, comme on travaille à chaud, donc on a des fours, forcément, des très gros fours de traitement thermique. Donc on va avoir des fibres d'isolation. Donc des fibres, l'amiante, on a éradiqué un petit peu à la fois. Ça a été remplacé par des fibres céramiques réfractaires qui ne sont guère mieux. Donc on essaye aussi d'éradiquer un petit peu à la fois, et donc on va retrouver des fibres à faible biopersistance, des polycristallines. Donc là, on va retrouver tous les risques liés à l'utilisation des fibreux. Et ensuite, on a bien sûr des services de maintenance, des laboratoires R&D, des laboratoires qualité, donc qui utilisent énormément de produits, mais en très petite quantité. Alors, on va retrouver plutôt des produits de type toxique, nocif. Donc, je vous ai mis quelques photos, ça a l'air de bien passer quand même. Donc, vous voyez par exemple les fûts, donc ça c'est tout ce qui est lubrifiant. À côté, les gros cubis, en fait, des cubis ténères. On va retrouver sur la photo du bas plutôt tout ce qui est des soudures, en fait, les fibres céramiques réfractaires sur la personne qui est complètement habillée en cosmonaute, et puis les stockages, petits conditionnements plutôt au niveau des laboratoires. Donc, qu'est-ce que ChemSafe? Quels étaient nos objectifs et nos règles au début, au lancement de cette démarche? En fait, l'objectif était bien sûr de protéger efficacement les employés lors de l'utilisation des produits chimiques, mais c'était aussi de pouvoir gérer la problématique risque chimique de la même façon sur tous les sites, quelles que soient les législations locales. On est à la fois implanté en Europe, en Chine, au Brésil, aux États-Unis, dans des pays comme l'Arabie saoudite ou le Nigeria, où les réglementations sont extrêmement différentes de l'Europe. Donc on a sélectionné les deux législations, selon nous, qui étaient les plus contraignantes, donc l'Europe et les États-Unis. Et puis on a basé toutes nos règles à partir de ces deux grosses législations. Et en fait, on impose à minima ces critères de législation donc américaine et européenne pour tout le groupe, avec, s'il y a des plus, au niveau de leur législation locale, ils doivent forcément respecter leur législation locale aussi. Et on n'a pas voulu non plus accabler tout le monde de trop de règles, parce que sinon on n'arrive pas à gérer. Quand il y a trop de règles, ça tue les règles. Donc on en a mis une qui est rédhibitoire. Alors, personne ne peut passer au travers. C'est que l'entrée de nouveaux produits classés cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques est interdite, sauf exception, autorisation donnée que par la direction à son plus haut niveau. Donc ça devient, quand ils veulent rentrer un produit CMR, ça peut devenir très difficile parce qu'il faut qu'ils motivent leur choix, qu'ils viennent prouver qu'ils ne peuvent pas faire autrement et qu'il y a derrière quelque chose d'impossible à faire si on n'utilise pas cette substance. On a aussi, dans nos inventaires, on a donc détecté qu'on avait des produits classés CMR. Donc l'objectif, c'est de tous les substituer dans la mesure du possible, parce qu'on n'a pas forcément toujours un substitut qui existe. Et sur ces produits qu'on ne peut pas substituer parce que le process ne le permet pas ou parce qu'on n'en a pas sur le marché, donc c'est de mettre en place des mesures compensatoires avec un dossier de surveillance qui est revu régulièrement et qui est validé aussi par la direction.
Donc un message unique, c'est éradiquer tous les produits CMR. Donc pour ça, on a mis en place un certain nombre d'outils. Alors des outils parfois simples à mettre en place, mais d'autres où il faut prendre un peu plus de temps. Donc on a établi un certain nombre de règles très strictes. On a un référent expert au niveau du groupe, donc ça c'est moi. Une méthodologie commune. Donc tout le monde utilise la même méthodologie, elle est unique, elle est claire, elle est détaillée dans une procédure. Il y a un minimum de systématisme. On a mis en place des préconisations, des consignes, des séances de formation. J'ai passé du temps sur les sites pour former toutes les personnes à ce projet. On a des partages de bonnes pratiques entre sites. Donc je sers en fait de lien entre les usines pour, quand je vois quelque chose de bien, hop, je bascule sur les autres sites. On a aussi, comme on est un groupe, un gros groupe, on a plusieurs centres de recherche. Et j'interviens aussi au niveau avec le support du R&D, donc quand on veut rechercher des substitutions. On a identifié des produits qui sont communs à plusieurs usines et donc on travaille avec le R&D, les communautés de process, pour justement déployer des nouvelles substitutions ou travailler avec les fournisseurs pour trouver des substitutions. Modifier les procédés aussi, donc ça implique derrière certains investissements parce qu'il y a des procédés qu'on ne peut pas changer comme ça en claquant des doigts. Donc c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas en 5 minutes. On suit bien sûr les performances, c'est-à-dire qu'au niveau de la direction, on va auditer régulièrement et les usines nous font aussi un reporting mensuel. Et bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il faut forcément un réseau, et pas uniquement un réseau au niveau des chefs, mais aussi un réseau au niveau local dans les usines. Donc chaque usine a son correspondant et ça nous fait un réseau de 52 sites industriels. En fait, donc sur la droite, je vous ai mis donc, au niveau des règles, c'est-à-dire qu'on a une politique, dans la politique santé-sécurité, on a vraiment un pavé sur la gestion du risque chimique. Sur les méthodologies, on a une procédure qui décrit bien toutes les étapes, tous les systématismes qu'on doit avoir. On a ce qu'on appelle les golden rules, donc les règles d'or. Dans nos règles d'or, on a une règle sur la gestion du risque chimique, donc avec qu'est-ce que je fais quand j'utilise un produit chimique. Et puis on a des audits où on va mettre en parallèle, j'ai ma relevance, en fait, la relevance performance, c'est-à-dire j'ai mon impact et comment je gère mon impact. Et puis on a tout un suivi avec un comité de validation sur les investissements avec un regard qu'on appelle nous éco-design et sur lequel on a un droit de veto si l'investissement ne prend pas en compte les critères éco-design qu'on a définis. Donc c'est vraiment une organisation où tout le monde à son niveau, ce n'est pas uniquement l'utilisateur et l'acheteur de produits chimiques qui ont un impact, c'est vraiment toute l'organisation qui est impliquée. Donc ChemSafe, si je résumais en fait le programme, c'est 5 étapes clés. Alors on s'est basé sur des outils classiques d'analyse de la qualité, donc il n'y a rien de bien sorcier. La première étape, c'est de maîtriser toutes les entrées de produits. Si on veut maîtriser le risque chimique, il faut savoir ce qu'on utilise. Donc, il faut bien contrôler ce qu'on rentre comme produit. Donc, toutes les usines ont un inventaire de produits chimiques. Et dès qu'il y a un nouveau produit qui rentre, il doit passer par un système d'autorisation d'entrée qui passe par le service HSE, le service médical quand il y en a un sur site. Et parfois, il y a des étapes en plus. Aucun autre circuit n'est autorisé. Avant qu'on mette en place ce circuit, il y avait plein de circuits parallèles. Alors on peut se dire, dans une entreprise, normalement, c'est le service achat qui commande les produits. Et puis, non, en fait, ça n'arrivait pas que par là.
Il y en a qui allaient à Leroy Merlin, à côté, j'ai besoin d'un truc. Alors ça, c'était la maintenance, surtout. Il y a le fournisseur qui est arrivé et puis qui disait j'ai un nouveau produit, vous pouvez le tester. Et donc il a porté son bidon, on le teste, c'est bon, maintenant on commande celui-là. Et on passait directement par le magasin interne pour commander sans passer par une référence achat et donc tout le procédé. Donc tout ça maintenant c'est interdit. On ne passe que par le service achat et le service achat bloque s'il n'a pas l'autorisation validée. Donc ça, j'avoue, des fois, il y a encore quand même des trous dans la raquette, on ne peut pas dire, mais on essaye de minimiser ces trous. La seconde étape, c'est l'évaluation du risque. J'ai un inventaire complet, je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort, je connais tous mes produits, mais comment je les utilise ? Donc, et là, on descend plus dans l'organisation, on va sur le poste de travail, et donc on va vraiment regarder comment est utilisé le produit, quelles sont les protections qui existent, individuelles ou collectives, et puis on va bâtir notre analyse de risque en observant d'abord. L'étape suivante, c'est éliminer, substituer. Donc en fonction de l'analyse des risques, on va relever des risques plus ou moins importants. Et donc, on va d'abord se cibler, bien sûr, sur les risques les plus importants. Donc, les CMR, ça, c'est un critère de priorité maximum. Donc, on va chercher à les substituer. Et sinon, on va chercher à réduire le risque au maximum. L'étape suivante, c'est protéger, donc aussi en fonction du risque, donc on substitue, et si je ne peux pas substituer, je vais protéger. Donc on va privilégier les protections collectives. Malheureusement, on a un process industriel avec des grandes lignes de production. Si on veut mettre des protections collectives, c'est presque mission impossible. Donc, quand on peut mettre des protections collectives, on essaye. Sinon, on est réduit à mettre des équipements de protection individuelle. Donc, c'est aussi une gestion plus spécifique des équipements de protection individuelle, surtout dans certains pays où une paire de gants est une paire de gants, peu importe laquelle. Donc, c'est le genre, un masque est un masque. Alors, le masque à poussière contre les produits chimiques, pas trop d'efficacité. Donc c'est aussi un changement culturel, des formations auprès des opérateurs pour leur dire quand ton masque il est complètement colmaté, ça ne sert à rien en fait. Ou si tu as une barbe, l'efficacité du masque, elle laisse un peu à débat. Donc c'est vraiment sur la partie protection, il y a vraiment une grande partie de formation et de changement des mentalités. Ensuite, c'est assurer le suivi. Donc, c'est bien de mettre en place quelque chose, mais si on met en place et qu'on ne suit pas, ça finit par mourir et on revient aux mauvaises habitudes de départ. Donc, assurer le suivi, c'est aussi contrôler que les mesures qu'on a mises en place sont efficaces. Donc, c'est contrôle des atmosphères de travail. C'est le suivi médical des personnes en fonction des produits auxquels ils sont exposés. C'est la substitution des produits à risque et quand on ne peut pas substituer, c'est le suivi des moyens techniques qui peuvent exister pour si un jour il y a une substitution qui apparaît. Et puis c'est reformer le personnel parce qu'on oublie vite aussi. Et puis on est un gros groupe, donc il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de changements, donc on est obligé aussi de reformer régulièrement. Donc, si je détaille un peu plus, si je rentre un peu plus dans le détail de chaque étape, donc l'inventaire, le circuit d'entrée, on a identifié 4 niveaux de validation maximum. Donc, souvent le hiérarchique direct, parce que si un de ces opérateurs demande à rentrer un produit, c'est quand même lui le responsable, donc il a plutôt intérêt à savoir ce qui rentre dans son atelier. La médecine, donc quand on a pas mal de médecins du travail qui sont internes au groupe. Donc, on a un meilleur suivi avec eux, on peut discuter régulièrement. Donc, le médecin nous donne son avis. Le service HSE qui, lui, va regarder parce que lui connaît bien ce qu'il a sur son site, les types d'équipements qu'il a, et donc il peut vraiment corréler en fonction de l'utilisation des produits. Et vraiment, pour certains produits
je dirais, plus critiques, plus dangereux, ou dans des utilisations assez spécifiques, il y a la direction qui va donner son aval. Donc on a toujours pour les produits CMR, de façon à vraiment bien bloquer les entrées de nouveaux produits CMR, on a une double validation. Donc le site va donner, le HSE va donner son aval en fonction de ce que lui connaît du process et des protections qu'il a, mais la direction va aussi derrière donner son aval en fonction de est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de substitution, qu'est-ce que vous avez mis en place, c'est quoi votre programme de substitution à moyen long terme, qu'est-ce que vous allez chercher, vous allez regarder un autre fournisseur, on pose tout un tas de questions en plus. Donc ça, c'est le circuit des entrées. Après, au moment du circuit d'entrée, il y a une préévaluation en fait, du produit. Alors, une préévaluation documentaire, c'est-à-dire qu'on va regarder plus la fiche de données de sécurité, on va regarder sa conformité, la conformité à la réglementation, tout ce qui tourne à la réglementation locale, donc ça c'est plus documentaire. Et puis après, on va faire une préévaluation par rapport au procédé. C'est-à-dire comment je l'utilise, dans quelles conditions, est-ce que j'ai les bons EPI, est-ce qu'il ne faut pas que je commande un EPI spécifique, est-ce que j'ai des moyens de protection collective qui sont disponibles, est-ce qu'ils sont suffisants pour réduire mon risque. Donc tout ça, c'est regardé en préévaluation avant de rentrer le produit et de donner donc l'aval par le HSE ou la direction. Et une fois que l'aval est donné, le produit est rentré dans l'inventaire du groupe. Donc la règle, elle est simple, elle est unique pour tout le monde sur cette étape, c'est que tout produit entrant, tout nouveau produit entrant doit être déclaré et autorisé. Donc chaque nouveau produit doit être autorisé par le service HSE et rentrer dans la base d'inventaire. La deuxième étape, donc l'analyse de risque. L'analyse de risque peut être assez conséquente selon les procédés qu'on utilise et selon le niveau de toxicité du produit. On va baser en fait essentiellement notre analyse de risque sur la fréquence et les quantités utilisées mais aussi stockées. Et on va faire une évaluation brute, c'est-à-dire avec les équipements qui existent, donc les équipements de protection collective, la façon dont tu l'utilises, et une évaluation après maîtrise, c'est-à-dire si on a besoin de rajouter des équipements de protection individuels, faire des formations, mettre des consignes en place, donc ça c'est la maîtrise. Donc quand on parle de risque sur la santé, on va regarder le risque lié à l'inhalation et aussi le risque lié au contact. Dans le risque lié à l'inhalation, on va regarder à quelle température on utilise le produit et par rapport à sa température, à son niveau de volatilité. Donc ça va être un indicateur de façon à voir si on peut avoir plus ou moins d'émanations et donc s'il faut mettre des... Ça va aussi nous orienter sur les types d'équipements de protection qu'on doit mettre derrière. On va regarder aussi, en fonction, comme si c'est un produit volatile, on va regarder le type de protection collective qui existe par rapport au type de procédé qu'on a. Est-ce que c'est un procédé dispersif, donc est-ce que c'est par exemple une peinture qu'on va venir envoyer en spray, ou est-ce que c'est finalement une enceinte fermée, le tube rentre, il sort, finalement il n'y a personne il n'y a pas vraiment de risque d'exposition. Donc ça c'est la partie équipement. Sur le risque par contact, on va regarder essentiellement la surface qui pourrait être potentiellement en contact. On est dans des usines de grosse métallurgie lourde, donc les opérateurs ont déjà des vêtements de protection, casques, lunettes, gants, chaussures, donc ils sont déjà très équipés au niveau vestimentaire, je dirais. Donc on va regarder est-ce qu'il y a encore une surface qui serait potentiellement en contact. On va aussi regarder, donc ça c'est la partie santé, on regarde aussi la partie incendie. Donc on a aussi au niveau de la direction une personne qui est en charge de vérifier l'impact incendie. Donc là elle travaille beaucoup avec les assureurs parce que ça intéresse essentiellement les assureurs, ce sont des risques matériels. Donc l'incendie, nous on le regarde avec une vision plus santé, incident sur les personnes.
mais finalement on se regroupe en fait, on se recoupe tous les deux. Donc on va comparer l'inflammabilité du produit par rapport aux différentes sources d'allumage qu'on a autour de l'utilisation. Sans oublier qu'on travaille beaucoup à chaud et avec des hydrocarbures. Donc les risques incendie sont assez nombreux. Au niveau environnement, alors là c'est une approche assez rapide, on va juste regarder s'il y a des risques d'épandage et donc qu'est-ce qu'on met derrière pour éviter ces risques d'épandage. Et tout ce qui est, donc ça c'est l'évaluation brute, et après on va venir associer donc, toute la maîtrise, donc les moyens de protection, les moyens de contrôle, les équipements de protection individuels, la formation, les consignes qu'on met en place. Donc une seule règle sur cette étape, c'est une fois qu'on a fait notre évaluation, on a un plan de réduction des risques. La troisième étape qui est la substitution, donc là ça prend beaucoup plus de temps, je dirais, pour certains produits. Quand on a commencé à lancer ce programme, donc c'était à l'époque quand REACH est entré en vigueur en fait, parce que Vallourec est une industrie métallurgique, donc pas du tout chimiste, très peu de chimistes en fait chez nous. Et donc, ils ne se sont jamais vraiment posé énormément la question finalement, le risque chimique, est-ce que ça a un gros impact chez nous? Donc, c'est quand REACH est entré en vigueur qu'on a vraiment commencé à s'en rendre compte et se dire, il y a peut-être des choses à faire quand même. On n'a pas des produits sympas. Donc, on a identifié les produits qui étaient à substituer sur les sites avec une priorité sur les produits CMR. La priorisation est bien sûr en lien avec l'analyse de risque qu'on fait, sauf pour les produits CMR, parce que les produits CMR, hormis autorisation particulière de la direction, je vous en parlerai après, hormis ça, les produits sont interdits, donc il faut absolument les substituer. Donc eux, ils rentrent automatiquement en tête de liste. Et puis on va rechercher des solutions de substitution. Alors au début ça a été rapide parce qu'on avait tout un tas de produits, donc on a vu nos fournisseurs et puis ils nous ont systématiquement proposé, donc ils ont dans leur carnet des substitutions possibles, hein, ils ne vous les proposent pas forcément, mais ils en ont. Bien sûr ils jouent là-dessus, ils augmentent les prix des produits non CMR, hein, donc ça coûte un peu plus cher, donc effectivement c'est des barrières à lever après, ça se négocie. Et puis, donc c'est des partenariats qu'on a mis en place aussi avec les fournisseurs pour trouver des solutions. Ça a été des modifications de procédés, des modifications d'équipements, et c'est aussi une mutualisation en fait avec les équipes R&D. Donc, on a identifié quelques CMR utilisés sur certaines lignes de process. Sur toutes les usines. Donc là, le R&D, avec les communautés de process, en fonction du procédé, on a une communauté technique donc, qui étudie et qui regarde les substitutions. Donc tout ça, c'est sur l'impulsion de la direction. Et derrière, on a un suivi régulier des actions et les bilans qui sont faits régulièrement. Donc la règle de l'étape substitution, c'est éradiquer les CMR en priorité, mais aussi tous les autres risques. Donc là, je vous ai mis quelques photos d'exemples en fait sur le développement, tout ce qui a été fait au niveau protection, et donc tout en lien avec je substitue, j'essaye de substituer, finalement je n'ai pas de solution, donc je protège au maximum. Donc on a fait énormément d'investissements pour augmenter les niveaux de protection. Et quand on a déployé aussi des nouveaux procédés où on utilise des CMR, et là, comme on était bloqué sur le choix des substances, on ne pouvait pas basculer sur des autres substances qui étaient non CMR. Donc on a complètement cloisonné les lignes. Donc ce sont des grandes lignes qui sont complètement cloisonnées. Alors ça paraissait un peu fou au départ, mais on a réussi à le faire. Ça a un budget, effectivement, mais c'est passé. Donc, on a développé des procédés en vase clos, c'est-à-dire qu'on a réussi, soit on isole une partie du process, par exemple en isolant des bains de traitement de surface dans des containers
équipés de sécurité avec des alarmes asservies, ou alors on cloisonne une partie de la ligne. Donc ça, on a fait avec, pareil, des cloisonnements avec alarme, asservissement. On ne peut pas rentrer, sinon on coupe tout. Donc ça, on l'a fait sur 2 lignes, sur 2 usines différentes. Et les bains dans les containers, maintenant, c'est rentré dans un standard. Donc ce type de ligne, quand on les déploie sur une nouvelle usine, c'est automatiquement le container qui est mis en place. Et si on vient modifier sur une ligne actuelle, automatiquement on modifie la ligne avec des containers séparés. Donc on a les protections, ça passe malheureusement, ça passe par des protections collectives type aspiration. Alors pour vous montrer le container, c'est la photo du bas à gauche. Je ne sais pas si c'est celle-ci. Donc ça c'est un des containers qui est à côté d'une ligne. On a mis en place au niveau protection collective des aspirations avec un flux d'aspiration qui est ajusté en fait au procédé. Donc c'est par exemple ici vous avez la personne met en peinture des bouts de tubing en fait avec la table aspirante qui est en dessous. Mais c'est aussi, par exemple, là, vous voyez une ligne de production, donc c'est le laminage d'un tube, donc c'est immense, hein. Là, la photo est de loin, et donc l'aspiration est ici, au-dessus. Donc on a mis, alors qu'il n'y a pas d'opérateur au-dessus, hein, mais comme on travaille à chaud, avec les lubrifiants, en fait, les vapeurs, avant de mettre en place ces aspirations, on avait dans l'atelier, en fait, tout le hall on avait une légère brume dans l'atelier. Maintenant, on a les aspirations avec des systèmes de filtres à l'extérieur. On a mis en place les aspirations portatives. Donc, on ne voit pas forcément bien sur les photos, mais pour tous les ateliers au niveau du soudage. Donc, ils ont vraiment des aspirations portatives qui sont collectives, en fait. Ce qui se passait, c'est que sur les lignes de traitement de surface, il fallait faire aussi des analyses. Donc, ils avaient souvent une petite table avec leur petit matériel pour faire l'analyse, pour ajuster les bains. Maintenant, on cloisonne cette partie analyse. Donc, pareil, on remet un porte-à-cabine à côté de la ligne où ils font l'analyse dans le porte-à-cabine où il y a une aspiration. Donc l'aspiration avec des fluides polluants adaptés, donc il y a aussi, j'ai perdu la souris, il y a la Sorbonne par exemple au niveau des laboratoires, on utilise pour un des labos de recherche, on utilise le gaz H2S qui est un gaz lourd, donc on va faire des aspirations aussi par le bas pour aspirer le gaz par le bas. Et puis derrière, il y a les équipements de protection individuelle. Ça, on n'y coupe pas. Donc, vous voyez la photo centrale dans le bas où là, l'opérateur au Brésil est équipé complètement avec le masque. Donc, on ne le reconnaît plus de loin. Et des consignes, bien sûr, les consignes affichées au poste, les formations, les recyclages réguliers. Donc la règle sur cette étape, c'était de privilégier les protections collectives. Et puis la 5e étape, donc le suivi, donc c'est l'audit, ce qu'on appelle donc l'audit terrain, évaluation, performance, relevance. Donc on compare, j'ai un impact, comment je le gère. Les contrôles de VLEP ou des contrôles aussi à point fixe, hein, quand on n'a pas forcément des VLEP, on peut aussi faire. Et le contrôle des aspirations, parce que ce n'est pas le tout de mettre des aspirations, il faut aussi s'assurer qu'elles aspirent. Le suivi médical et le plan d'action avec des étapes qui sont suivies régulièrement. Donc, si je faisais un petit bilan en fait de ce programme ChemSafe, donc au niveau organisation, l'objectif était d'avoir un standard unique et une préoccupation internationale, d'avoir en place des formations et une mise en application sur le terrain. Donc on va vraiment jusqu'à l'opérateur, hein, on ne s'arrête pas uniquement dans des bureaux aux chefs à expliquer comment ils doivent faire. Non, on va vraiment au niveau de l'opérateur. Et c'est une expertise permanente.
Moi, il ne se passe pas une journée sans qu'une usine m'appelle en me demandant quelque chose. C'est un inventaire de plus de 9200 FDS qui sont répertoriés sur la base dans 6 langues différentes sur, je dirais, 12 pays différents. Une évaluation des risques avec des actions d'amélioration qui sont programmées ou d'optimisation. Une meilleure connaissance aussi au niveau du terrain et les partages des bonnes pratiques. Meilleure connaissance du terrain parce qu'on est allé jusqu'aux opérateurs pour les former, leur dire tu travailles à chaud, tu as tes gants de manutention et puis derrière tu vas manipuler un produit mais ton gant il n'est pas étanche. Donc en lui posant à ton avis c'est quoi le risque et puis ça le fait réfléchir. En fait on invite au questionnement. Et en fait, l'opérateur prend conscience en s'invitant au questionnement, comme ça, on se dit « Ah ouais, c'est pas bête, ça ». Donc, dans l'évaluation des risques, la prise en compte dès la première étape d'investissement, donc avec notre fichier éco-design, s'il y a un nouveau process, une modification de process, et un produit chimique, comment vous faites pour protéger pour le cloisonner ou pour protéger. Et l'intégration dans tous les projets R&D. Donc, au niveau, on a des équipes R&D, donc une entreprise vit aussi grâce à son R&D, à son avenir, donc elle construit son avenir. On développe énormément de nouveaux produits aussi. Donc moi, je suis impliquée dans les projets R&D justement pour s'assurer qu'on ne va pas se lancer dans un développement qui, à terme, les produits ne pourront pas être utilisés en usine. Parce que dans un pays, ils seront interdits à terme ou ça va générer des investissements tellement élevés que pour faire la ligne de process, ça sera plus rentable. Donc ça, j'interviens au niveau des projets R&D aussi là-dessus. Et sur les plans de substitution donc des produits les plus dangereux, on suit ça régulièrement. Donc, à fin 2018, on était à 78,7% de produits substitués. Donc, on arrive en fait à un taquet maintenant où, quand on substitue, c'est vraiment des produits où on doit vraiment modifier le process. Donc, ça prend du temps. Donc on oscille entre 78, puis on en rentre 2-3 nouveaux, on en ressort des autres. Donc en fait on teste, mais on a plus de mal à bouger maintenant. 29% d'utilisation sur ces sur le reste donc, qui reste des produits SMR qu'on utilise toujours. Il y a 29 utilisations qui sont identifiées comme non substituables. C'est-à-dire c'est des produits qui sont soit sur un procédé assez unique, donc on ne sait pas faire autrement, soit ce sont des procédés, des techniques d'analyse en laboratoire, donc qui sont normalisées, on ne peut pas faire autrement. Donc on essaye. Là, après, c'est un peu moins critique parce que ce sont dans des laboratoires. Là, on a des chimistes. On a des équipements de protection collective, on a des équipements, des EPI qui sont vraiment adaptés. C'est plus facilement gérable qu'en usine. Et on a actuellement 4 gros projets R&D de substitution avec des partenariats fournisseurs ou clients. Parce qu'on a aussi des clients qui nous imposent d'utiliser certaines graisses qui sont classées CMR. Donc on travaille aussi avec le client pour lui proposer, donc là c'est tout des recherches, après il y a des tests d'efficacité, des tests de performance qui sont menés pour montrer qu'on peut substituer ou pas. Donc on a des qualifications après avec les clients. Donc ça a un coût, c'est vrai, mais la protection des employés est une priorité. Voilà, j'ai terminé. Alors, si vous avez des questions... Merci. Donc moi, j'avais une question par rapport à l'évaluation des risques et l'utilisation de Quarks. Est-ce que vous utilisez Quarks pour... Oui. Alors, tout notre inventaire, donc, il est dans Quarks et dans la plateforme qui était avant Quarks aussi. Donc, on a tout basculé de l'ancienne plateforme sur la nouvelle. C'est une vieille histoire entre nous. Donc l'inventaire est dans Quarks, l'évaluation, donc on fonctionnait et encore parce que toutes les usines n'ont pas encore basculé leur évaluation de risque dans Quarks.
Donc il y a encore des fichiers Excel qui traînent, mais la méthode qui était dans Excel, bon, c'est la méthode INRS qu'on a un peu, qu'on a adaptée aussi, on a amélioré, on a rajouté notre petite touche, qui était dans le fichier Excel, on l'a déployée dans Quarks. Donc la méthode qu'on utilise dans Quarks a été adaptée. Et moi, c'est par rapport, vu la quantité de produits que vous avez et que vous avez un workflow qui est assez complexe avec beaucoup d'étapes de validation, est-ce que c'est gérable avec Quarks? Ça passe tout vraiment par Quarks, tous les produits? Le circuit d'autorisation actuellement, il est essentiellement soit papier, soit un système intranet. Enfin, ils ont des workflows internes. On est en train de déployer l'entrée des produits dans Quarks. Donc, c'est vraiment la dernière étape. Donc, j'ai 2 collègues qui sont là, qui sont pilotes en fait sur l'entrée, le circuit d'entrée. Après, c'est le même circuit d'entrée qui existe déjà avec notre workflow actuel qui est en format papier. Donc là, ce sera un format électronique avec des envois de mail. Donc, ça ne peut que gagner du temps. Oui. Et avec toutes les données, parce que là, les formats papier, on envoie les FDS en format papier. La personne qui doit valider doit se repalucher un petit peu toutes les informations. Non, parce que nous, on a mis en place un peu un système qui ressemble beaucoup. Et ça marche, mais du coup, ça demande du temps au début. Oui. Après, il y a alors, pour certains produits, le HSE n'attend pas forcément l'avis du médecin. Pour certains, après, mais quand il a un doute, oui, là, après, ça prend un peu plus de temps. Alors, c'est vrai qu'on a eu... surtout au niveau du R&D, je pense, vous pourrez confirmer, mais ça râlait parce que quand on veut le produit, c'est tout de suite. Non, c'est 15 jours. Voilà, c'est minimum, vous attendez 15 jours, on ne peut pas faire plus vite. Donc maintenant, ils intègrent, ils commencent à intégrer, bien que des fois, ils demandent encore... Donc il y a des urgences, on traite aussi des urgences, mais... Oui, Guillaume Deledal, Société Cicadée. Encore merci pour cette présentation déjà. Moi, j'avais une question. Parce que vous parliez donc de l'impact de Reach sur la substitution. J'avais en tête aussi l'impact de Reach sur les fiches de données de sécurité, puisque vous le savez, elles peuvent arriver désormais en format étendu, c'est-à-dire avec des annexes qui contiennent des scénarios d'exposition dans lesquels sont préconisées des mesures de gestion de risque, des EPI, etc. Et vous présentiez une évaluation, une préévaluation justement sur la base de CFDS et ensuite vraiment une évaluation au poste de travail en prenant en compte justement ces EPI, température, volatilité, etc. Et en fait, je voulais savoir si dans votre évaluation, vous aviez intégré justement ces annexes à considérer dans votre méthode ou si vous aviez une méthode encore différente ou autre. Non, les grosses annexes, on a très peu de produits. Ça reste quand même des produits assez basiques. Donc et les process ne sont pas très différents en fait de ce que c'est des bains. C'est des bains d'acide où on vient plonger une pièce. Donc ça reste assez standard. Non, on ne les utilise pas. C'est pas arrivé d'avoir une évaluation assez spécifique. Parce que les produits très critiques, dans ce cas-là, on va beaucoup plus. C'est plus sur le terrain qu'on va aller dans le détail, et à partir du moment où il est identifié très toxique, on le refuse en fait. Donc ça embête les équipes R&D ou les équipes de terrain, mais finalement, ils arrivent à trouver des solutions. Quand on refuse, ils arrivent toujours à basculer sur quelque chose. Vous parliez d'audit et de reporting dans le cadre du suivi de la démarche. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré à la plateforme Quarks? Pas encore. Pas encore. Non, mais par contre, je fais les extractions pour pouvoir effectivement faire les audits. Donc, en fait, moi, je vais sur les sites. Quand je vais sur les sites, j'ai deux missions essentiellement. C'est de vérifier leur inventaire, en fait. Donc, et puis de regarder. Dans mes audits, comme je suis sur le terrain, on va ouvrir l'armoire. Tiens, ce produit-là, ah bah oui, c'est bon, il est là. Vous avez fait l'évaluation. Ce produit-là, tiens, je l'ai pas. Pourquoi ?
Et puis on se rend compte que c'était le poste à côté, puis je l'ai utilisé. Donc dans votre évaluation, finalement, il manque un poste, une ligne à évaluer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, sur les process vraiment à risque qui ont identifié, là, on passe beaucoup plus de temps sur tous les moyens de protection qui sont. Mais non, il n'y a pas de. Le suivi se fait. Après, on a un système de reporting qui, pour tout ce qui est sécurité, environnement. Et donc, les gens reportent déjà régulièrement leur consommation d'eau, leur consommation électrique. Donc, ça, pour le reporting non financier. Donc, on utilise cet outil pour faire le reporting chimique. Vous parlez d'inventaire. Votre inventaire, il est fait juste sur les produits en tant que tels ou sur la quantité également? Et comment vous faites si vous faites sur la quantité? C'est d'abord les produits, et c'est quand on fait l'évaluation des risques qu'on regarde les quantités. Ça veut dire que vous avez mis en place un système qui permet, avec certainement Quarks, d'identifier tous les produits, les rentrer en code barre ou autre pour avoir le suivi au sein de votre usine ou pas? Non, on n'a pas encore les codes barres. Il y a certains qui le demandent. Enfin, pas dans Quarks. Au centre de recherche, ils ont un système de code barre. D'ailleurs, il y en a qui voudraient basculer. Où la réception, en fait, vient scanner. Mais non, en fait, la réception ne peut réceptionner que s'il y a eu une commande, et la commande ne peut être passée que s'il y a eu l'autorisation. Donc en fait, la boucle est bouclée de cette façon d'un côté, mais effectivement, sur les quantités, on ne gère pas du tout. D'où ma deuxième question. En fait, on parle environnement, parce que c'est porté par la cellule environnement. Au niveau des installations classées pour l'environnement, est-ce que cet outil vous apporte aussi le plus avec les pays et les différentes réglementations qui peuvent être associées? Au niveau de la France, au niveau de l'Europe, ils ont les rubriques. Oui, effectivement, ils utilisent maintenant, parce que quand ils rentrent le produit, ils ont la rubrique. Mais par contre, je pense que vous êtes encore sur les tableaux Excel que nous a donné l'Adréal pour faire les calculs. Les tableaux immondes Mais effectivement, c'est maintenant qu'on commence à rentrer les quantités pour l'évaluation des risques, on va réutiliser ces quantités pour pouvoir créer les inventaires. Alors, les classifications, c'est utilisé en France. En Allemagne, ils ont d'autres législations aussi. Et aux États-Unis, encore d'autres. Bonjour et merci pour cette magnifique intervention. Vous avez beaucoup parlé de l'approche terrain, qui était vraiment essentielle au cœur de la démarche, ce qui est très bien, parce que finalement on voit que finalement les outils sont juste là pour essayer de gagner du temps, mais l'essentiel de la prévention se passe sur le terrain. Donc, le terrain, vous avez expliqué qu'en fait c'est quand même très difficile de mettre en place des équipements de protection collective. C'est la problématique générale dans beaucoup de secteurs industriels. Et donc, on se reporte sur les EPI. Les EPI, d'après les préconisations en termes de méthodologie d'évaluation des risques, on ne peut les prendre en compte que si on a vérifié qu'ils étaient disponibles, adaptés, portés régulièrement, contrôlés. Ça, c'est un travail assez énorme. Et finalement, comment on fait au niveau, justement, quand on prend un peu de hauteur et qu'il y a plusieurs sites à gérer, comment on fait pour s'assurer finalement ce travail de vérification du port des EPI qu'on prend en compte dans les évaluations des risques, finalement est bien réaliste et qu'on n'est pas en train de sous-estimer des problématiques. Ça se passe par des inspections, ça se passe par des formations. Il y a peut-être d'autres... Moi, au niveau de mon rôle, au niveau de la direction, c'est quand je vais faire mes audits, effectivement, je vais regarder les EPI qui sont portés, comment ils sont portés. Je regarde les dates de péremption, je regarde s'ils ont établi des délais en fait d'utilisation, parce que quelquefois le masque, comment il stocke aussi. Quelqu'un qui va utiliser un masque et qui le pose après sur le bord de son établi, en fait c'est comme s'il l'utilisait, même pire. Donc c'est toute cette gestion qui est regardée avec le service HSE du site. Donc eux, ils gèrent plus au jour le jour, comment je fais pour donner les bons EPI,
Certains, par exemple, dans les centres de recherche où ils ont beaucoup de types de gants différents, en fonction des activités, ils ont mis des photos des types de gants qu'on utilise. Ça, c'est dans les consignes. Donc la consigne, après, c'est le personnel qui est formé à la consigne. Donc, il y a une partie formation, il y a une partie mise en place, organisation.